On continue maintenant avec le docteur Lamine Fati. Docteur Lamine Fati, vous êtes enseignant à l'université Hassan Sek de Ziguinchor et vous allez nous parler un peu justement je pense, de solutions africaines. C'est un peu ce dont parlait docteur Sarr tout à l'heure, une des solutions africaines que vous avez mis en place, en tous les cas, qui est autour de la fouille d'opinion dans les commentaires journalistiques. Alors, vous allez nous en dire un peu plus, parler des techniques que vous utilisez. Je pense que vous avez utilisé ce qu'on appelle le Natural Language Processing. Voilà, vous avez la parole. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, chers honorables invités, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous sommes là aujourd'hui pour parler de tout ce qui est les enjeux et risques de l'IA. Aujourd'hui, cet après-midi, on va parler de comprendre l'IA. Alors, Madame a essayé dans sa communication, Madame Sarr, à parler de tout ce qui est risque, enjeux et risques de manière globale. Quant à moi, je vais essayer de parler de l'applicabilité de cette IA-là dans notre contexte. Alors, moi, je serai plus technique qu'elle. Elle montre un peu les enjeux pour dire que, attention, ce que nous voulons faire, voilà là où il va nous amener. Et quant à moi, je vous parlerai de l'applicabilité. Est-ce qu'actuellement, l'Afrique ou le Sénégal, de manière particulière, nous sommes prêts à utiliser l'IA dans notre contexte? C'est pour ça que je vais parler de la fouille d'opinion dans les commentaires de la presse sénégalaise en ligne. Alors, la question basique que j'ai envie de vous poser, si je demande à la classe, par exemple, pas à la classe, à l'assistance, excusez-moi, que c'est quoi l'opinion, ou bien pourquoi nous avons besoin de connaître l'opinion publique. Alors, vous conviendrez avec moi que connaître l'opinion publique, ça ne passe pas chez lui. Alors, vous conviendrez avec moi que connaître l'opinion publique est une forme de connaissance du monde social, mais aussi c'est un instrument indispensable qui nous peut à l'exercice de la démocratie. On s'en sert de l'opinion pour commercialiser nos idées, mais aussi pour défendre les idées. Et d'autre part, c'est quelque chose que je n'aime pas trop dire dans la politique pour se combattre les adversaires politiques. Auparavant, on obtenait l'opinion publique en faisant de l'enquête. Donc, comment ça se passe? C'est un groupe de personnes qui s'intéressent à une couche de la population, une classe sociale. À l'aide d'un formulaire, on leur posait des questions, vous répondez. Et après, les données recueillies seront analysées à l'aide des outils statistiques descriptifs. Mais depuis l'avènement de la technologie Web 2.0, vous conviendrez avec moi qu'il y a un grand changement, pour ne pas parler de rupture. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la production d'informations, la participation des utilisateurs à la production d'informations. Donc, avec les plateformes collaboratives, les utilisateurs, les internautes que vous êtes, comme je suis, nous avons la possibilité d'émettre nos points de vue par rapport à une question soulevée ou par rapport à une publication quelconque. Alors, cette disponibilité j'allais dire, de cette masse de commentaires, il faut la valoriser. Ceux qui parlent, ils ont le droit de parler, mais ce qu'ils disent aussi, on doit le tenir en compte. Pour valoriser cela, c'est dans ce contexte que la fouille d'opinion est née. Alors, c'est quoi la fouille d'opinion dans ce contexte-là? Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la fouille d'opinion que vous rencontrez dans tous les sites. On a essayé de le cadrer pour parler de la fouille d'opinion dans la presse en ligne sénégalaise. Bon, je vous donne un exemple de presse en ligne qui, si vous consultez, vous verrez beaucoup de commentaires. Sénégal, par exemple. Donc, il y a beaucoup de commentaires. Il faut tenir compte de ces commentaires-là. Donc, on ne peut pas les lire un à un. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous avons dit, appliquer la fouille d'opinion, puisque ça marche ailleurs,
Si nous l'appliquons dans notre contexte, ça pourrait aider les décideurs. Cela, voilà, c'est un exemple que j'ai donné pour vous montrer que ça, c'est le titre de l'article. Ça, c'est l'article en tant que tel, le contenu. Ici, nous avons les commentaires qui sont décrits ici avec la possibilité aussi, si vous êtes un peu paresseux comme moi, vous faites juste un like pour dire j'aime ou un dislike qui dit que je n'approuve pas ce que tu dis. Donc, ça, c'est juste un exemple. Mais par rapport à ça, nous avons rencontré deux problématiques. Une problématique qu'on va dire qui est divisée en deux difficultés. Premièrement, d'abord, comment acquérir ces données-là? Puisque ce n'est pas des données qui sont à notre disposition, c'est des données qui sont en ligne. Et je m'en vais dire à madame que quand j'étais venu chez vous là-bas, il y a le professeur Jean-Louis qui me disait, mais est-ce que le web scrapping est légal? Bon, c'est la question qu'il m'a dit. J'ai dit, bon, on va trouver la réponse ensemble. Oui, c'est pas à moi de répondre à ça. Voilà, il m'a dit, est-ce que le web scrapping est légal? C'est-à-dire, partir de site, sur un site quelconque, tu prends les informations et tu les stockes dans ta machine. J'ai dit, bon, écoute, on va trouver ça ensemble. Voilà. Donc, il y a la question de la collecte des données, mais autre chose aussi, vous conviendrez avec moi que nous, les Sénégalais, aujourd'hui, on ne parle pas, dans nos commentaires, on ne parle pas français. On ne parle pas wolof. Donc, ce qu'on parle, nous l'avons catégorisé comme le langage urbain sénégalais. C'est comme ça qu'on l'a intitulé, le langage urbain sénégalais. Et ce langage urbain sénégalais-là, vraiment, c'est une difficulté qui est là. Et si on le généralise au niveau africain, vous allez voir que c'est le problème dans toute l'Afrique. Puisque dans chaque pays africain, ils commandent de la sorte. Ils utilisent leur langue, la cohabitation des langues nationales et les langues locales dans les commentaires. C'est le problème qui est là. Donc, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut proposer un système de flux d'opinion avec comme mot-clé les ressources. Il faut créer les ressources. Puisque l'IA ne peut pas aller, on a parlé de données. Oui. Aujourd'hui, ceux qui font l'IA, ils ont beaucoup de modèles de machine learning, de deep learning, tout ça. Mais est-ce qu'on peut les entraîner sur les commentaires que je viens de décrire? Ce n'est pas possible. Il faut retravailler sur ces commentaires-là pour que ces commentaires-là puissent être des inputs avec nos modèles, pour nos modèles. Donc, le travail doit commencer tout de suite et maintenant. Le travail est là. Il faut accepter d'annoter les commentaires ou d'annoter même pas les commentaires, mais les autres données que nous avons à notre portée. Et afin de proposer les méthodes performantes pour pouvoir valoriser les commentaires de la presse sénégalaise. Donc, pour cela, le plan de la présentation, ça, ce n'est qu'une introduction. Le plan de la présentation est là. Je vais vous parler de qu'est-ce que la fouille d'opinion, quelles sont les difficultés de fond en comble que nous avons rencontrées et qu'est-ce que nous avons fait par rapport à ça et les perspectives. Vous allez vous adjoindre à nous pour qu'on puisse aller ensemble. Vous êtes prêts? Allons-y. OK. Pour la fouille d'opinion, d'abord, on s'intéresse au mot-clé opinion. C'est juste une appréciation, un point de vue, un jugement qu'on porte sur une entité du monde réel. Une entité peut être un service, peut être un produit, peut être un article journalistique, etc. De toute façon, c'est un objet du monde réel. Alors, nous avons essayé de catégoriser le problème, la définition de l'entité de l'opinion à 3 niveaux. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'opinion implicite. Donc, on peut parler d'opinion au sens figuré. Par exemple, ici, on dit ce téléphone portable est à bon marché. Bon marché, on veut juste dire c'est un bon prix. Donc, ici, l'opinion est exprimée au sens figuré. Mais on peut exprimer l'opinion tout en faisant une comparaison, en comparant deux entités. Comme on peut aussi parler de l'opinion qu'on appelle l'opinion régulière, en parlant ceci. Par exemple, je dis Sadio Mané est un attaquant efficace. Là, je parle de lui. Donc, nous, dans le travail que nous avons fait, d'abord, il faut commencer quelque part.
On a commencé ici parce qu'on pense que c'est facile d'abord à régler, ensuite on viendra aux autres. Donc, actuellement, on est sur les autres, mais bon, vous verrez avec moi si c'est possible ou pas. Donc, je donne un exemple ici. Ça, c'est les grands penseurs du domaine qui ont travaillé, ce sont des auteurs qui ont travaillé dans ce domaine-là et qui ont proposé une modélisation de l'opinion. Donc, quand tu travailles sur l'opinion, ils disent qu'il faut tenir compte des aspects de l'opinion. Parmi les aspects, il y a ce qu'on appelle l'entité sur laquelle porte le commentaire. On commente sur quoi? Sur un fait ou un événement, donc on l'appelle entité. Et l'opinion, la validité est temporaire et dans un temps. Donc, il faut prendre le temps aussi de l'opinion en compte. Et aussi la valeur. Est-ce que l'opinion est positive? Est-ce que c'est, bon, on va dire dans le jargon général, est-ce que c'est favorable ou défavorable ou c'est neutre? Donc, il faut donner la valeur. Mais aussi, il faut les aspects, cela veut dire que ce sont les caractéristiques qui complètent l'entité. Et après, il faut la source, cela veut dire l'auteur ou la provenance de l'information. C'est important quand on fait de la fouille d'opinion. Et si on prend cette petite phrase-là, vous allez voir un peu comment on a retrouvé tous ces éléments ici. C'est juste un exemple pour illustrer. Maintenant que l'opinion est claire à notre niveau, on peut maintenant partir à l'échelle de la fouille d'opinion. Donc, ce sont des méthodes d'analyse de données textuelles qu'on appelle les text mining, mais spécialisées dans le cas de découvrir l'opinion majoritaire des internautes selon les tendances favorables, défavorables ou neutres. Ça, à l'égard d'une entité ciblée. Donc, c'est la définition générale qu'on essaie de donner. Et pour cela aussi, là, c'est les différents niveaux de granularité. Certains, ils essaient d'annoter le document en tant que tel. C'est-à-dire, si on a un document, par exemple, je prends un article, je vois les commentaires qui sont liés à l'article pour dire est-ce que c'est favorable directement ou c'est pas favorable. Les autres vont jusqu'au bas niveau pour dire on prend le niveau phrase, c'est-à-dire on essaie de segmenter par phrase pour annoter par phrase. Tout ça, ça demande un travail. Et il y a là où nous sommes, c'est au niveau des aspects. Ça descend jusqu'au niveau le plus bas. Essayer de voir d'abord quels sont les différents éléments qui interviennent à ce niveau. Est-ce que ces éléments, lors de l'analyse, seront importants ou pas? Donc, afin de déterminer l'opinion. Est-ce qu'ils ont une influence sur la valeur de l'opinion? Parce que tout ce qui va nous intéresser après, lors des prédictions, c'est la valeur de l'opinion. Voilà. Donc, là, c'est le processus général qui est là. On a un texte, il faut un pré-traitement. Le pré-traitement est très fondamental ici, puisque c'est le moment c'est la phase NLP. Tout le travail de segmentation, lématisation, segmentation, étiquetage morphosyntaxique, tout se fait à ce niveau-là, au niveau de la phase de pré-traitement, élimination des éléments indésirables, tout se passe là-bas. C'est ce qui nous permettra maintenant d'avoir ce qu'on appelle des termes candidats. Maintenant, les termes candidats, ce n'est pas dit qu'ils sont candidats automatiquement, c'est des termes qu'il faut utiliser, c'est des termes susceptibles d'indices d'opinion, porteurs d'indices d'opinion. Ce qu'on fait, on fait l'étiquetage. L'étiquetage d'opinion nécessite une ressource externe. Donc, à ce niveau, on utilise les ressources. Soit vous avez un corpus d'entraînement, soit vous avez les lexiques. Mais de toute façon, il vous faut des ressources qui vont vous permettre, autrement dit, d'annoter. Après l'annotation, maintenant, on peut appliquer les méthodes de classification. C'est un peu ça le processus général de la fouille d'opinion. Voilà, ça, c'est les différentes approches que nous utilisons. Si vous êtes dans l'approche lexicale, lors de la ressource, tout va dépendre de la ressource que vous avez utilisée. Si vous avez utilisé une ressource lexicale, donc au finish, ce qu'on fait, on ne fait que compter les mots selon la présence ou non dans le lexique. Ou bien il y a le corpus d'entraînement. Si vous êtes parvenu à annoter votre corpus d'entraînement,
et que vous êtes sûr que ça pourrait vous donner une bonne prédiction, vraiment, c'est la phase idéale. Ou bien, on peut faire les deux, hybrides, c'est-à-dire, on commence d'abord avec les lexiques, et ce que le lexique nous donne, on pourra partir de ça et apporter un peu de travail manuel. Ensuite, pour les donner au modèle de machine learning, par exemple les réseaux de neurones, et pour nous permettre vraiment de peaufiner davantage le corpus d'entraînement. Parce que tout le travail d'ici, c'est de disposer cette ressource-là. Voilà, c'est ça le problème. Et là, c'est les différentes approches que nous avons. Maintenant, on connaît tout ça. Il faut le voir. Est-ce qu'on va le plaquer dans notre contexte pour qu'on parle de plateforme de prédiction d'opinion ou d'exploration d'opinion? On verra. À ce niveau, nous avons serié le problème en 4 niveaux. Premier niveau d'abord, il y a l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on a un commentaire qui n'est pas trop facile à comprendre. Et surtout, si vous n'êtes pas de la même génération, vous ne pouvez pas comprendre. Et si, mais ce n'est même pas ça, si vous n'êtes pas initié, parce qu'on va voir tout à l'heure, tel que les gens écrivent, ce n'est pas du tout accessible à tout le monde. Donc, il y a cette ambiguïté-là qui est divisée en 3 sous-parties, l'ambiguïté syntaxique, l'ambiguïté lexicale et sémantique. Alors, syntaxique, on a juste montré une petite... c'est juste pour dire que c'est des fautes, mais il y a plus complexe que ça. Donc, il y a plus complexe que ça. Maintenant, regardez ici, qui peut me dire ce que cela veut dire? T'inquiète pas. Il faut être initié pour le savoir. Vraiment. Et là, regardez, bon, moi-même, j'ai du mal à lire ça. Je ne m'aventure pas à le lire. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on dit. Et c'est comme ça qu'on doit donner au modèle pour qu'il nous dise c'est quoi l'opinion. Voilà. Voilà. Lui, il a bien dit. Il dit le son est Wolof, mais l'écriture n'est pas Wolof. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit on n'écrit même pas en Wolof. On n'écrit pas en français ni en Wolof. Voilà. Et l'autre problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les commentaires hors contexte. Par exemple, quand on est dans le cas de la presse sénégalaise, on publie un article, quelqu'un, lui, il est fâché de ce qui s'est passé hier, lui, il vient, il règle son problème. Il s'en fout de ce que tu as mis là-dessus. Il règle son problème, il s'en va. Donc, nous, ça, on les appelle des commentaires hors contexte. Ces commentaires-là, il faut les redresser quand même. Bon, ça, c'est... Eux aussi, il y a ce qu'on appelle la complexité et l'hétérogénéité du dump. Pour ceux qui sont dans le web, ils savent de quoi je parle. C'est plusieurs sites d'information. Ils ont des architectures dump différentes. Donc, pour comment fédérer, mettre un programme qui pourra vraiment prendre tout ça, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas vraiment du tout évident. Donc, vous conviendrez avec moi qu'il y a tout un ensemble de choses à faire ici. Chacun se positionne quelque part, il commence à travailler. C'est vraiment ça notre quotidien. Et en guise de discussion, c'est pour dire que ce n'est pas adapté. Donc, il faut commencer d'abord à proposer des solutions qui sont propres pour notre contexte. C'est ce que nous avons appelé ici contribution. Bon, pour pouvoir s'attaquer à une telle problématique, nous nous sommes dit qu'il faut d'abord essayer de faire une cartographie, c'est-à-dire essayer de proposer une architecture qui sera vraiment une ligne, un chemin à suivre pour toi. Parce qu'on ne peut pas s'intéresser au problème comme ça tel que c'est présenté. Il faut le commencer à sérier pour pouvoir commencer par module. Et c'est ce qui nous est amené. D'abord, la phase prioritaire, c'est la collecte des données. Donc, vous allez voir que c'est la première étape. On a défini un agent qui est là, chargé de la collecte des données. Donc, cet agent-là, ce n'est basé que sur des techniques de web scraping, de web crawling, pour pouvoir faire la collecte des données. Et après, si les données sont collectées, il faut pouvoir les organiser. Donc, on pense mettre en place un système aussi qui nous permettra de faire de l'indexation. Mais ce n'est pas de l'indexation où on prend les articles, on les représente par des mots-clés.
on veut que ça soit une indexation sémantique. Et d'où la notion de mettre en place ce qu'on appelle une ontologie d'événements. Bon, c'est pourquoi j'ai dit chacun se positionne quelque part et puis il commence. Donc, il y a l'ontologie d'événements aussi qu'on a pensé. Ça nous permettra de faire une recherche sémantique pour pouvoir retrouver facilement l'information que nous voulons. Alors, le tout, comme on parle d'ontologie d'événements, donc vous allez voir que ici, quand on parle d'ontologie, le résultat, c'est une base de connaissances que ça donne. Donc, on a une base de connaissances qui est de l'autre côté. Mais après tout ça, ce qui nous intéresse, tout ça est important, mais c'est pour nous permettre d'arriver ici, à avoir une plateforme de flux d'opinion. Donc, c'est pour arriver ici. Donc là, on a dit l'agent qui est là, donc compte tenu de la complexité, il sera toujours là un expert qui va toujours ajuster un peu les choses pour que nous ayons un modèle propre, fiable et qui donne des résultats proches de la réalité. Ça, c'est un peu la cartographie que nous avons faite et c'est ce qui montre que nous avons 4 modules ici. Voilà. Et après ça, donc nous allons d'abord commencer à attaquer les données carrément. Pour cela, nous nous sommes dit, il faut d'abord maintenant, comme on s'attaque aux commentaires, il faut savoir d'abord définir le commentaire dans son ensemble. Je ne dis pas la définition laconique que tout le monde comprend, mais techniquement, de manière formelle, comment on peut définir un commentaire. Donc, voilà un peu la définition que nous avons donnée. La modélisation, là, on parle de modélisation de commentaires. Et les objectifs ici, c'est de rendre les commentaires, c'est de donner une description formelle des commentaires avec des relations, etc. Voilà. Donc, tout ça, ça part de l'intérêt. L'intérêt, ça va nous permettre de résoudre la complexité d'extraction des entités et leur aspect, mais aussi, ça nous permettra aussi de régler les obstacles liés au multidomaine qu'on avait cité de l'autre côté, et ça facilitera la collecte de l'information. Voilà un peu le formalisme que nous avons défini. Donc, c'est comme ça qu'on a représenté le commentaire. Alors, donc pour nous... Docteur Fati, je m'excuse de vous couper. Vous avez encore à peu près 10 minutes pour votre intervention. Hein. Je suis le maître du temps, même à distance, donc comptez. Oui. Voilà. Okay, voilà. D'accord. Je vous laisse continuer. Allez-y, allez-y. Merci. Voilà, donc voilà, cette description, ça part comme ça. Voilà, donc c'est pour dire que voilà les éléments que nous avons pris donc sont tous représentés ici. Je vais devoir aller un peu plus vite. Bon, pour parler de la collecte, je vous ai parlé, ça c'est le processus du web scraping, comment ça se passe. Et vous pouvez, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas compliqué, ce n'est pas une chose compliquée à mettre en place. Et là, nous avons proposé un outil de collecte qui nous permet, partant de ce processus, nous aide à collecter les données, les informations. Ça, c'est un peu le formalisme d'algorithme que nous avons. On peut expliquer l'algorithme de fonctionnement de notre scrapping à travers cette fonction-là. Et après, voilà, ça, c'est les inputs, les outputs du scrapper. Et après qu'il faut formater pour pouvoir avoir des données bien formatées. Et là, c'est un peu les conditions sur lesquelles nous avons posé pour pouvoir formater les données. Après le formatage maintenant, nous avons la catégorisation. Donc là aussi, c'est un peu un algorithme de classification par similarité que nous avons utilisé avec comme métrique le cosinisme. Donc la métrique cosinisme que nous avons utilisée pour pouvoir faire de la classification. Là, c'est les ressources que nous avons proposées, les ressources d'opinion, le lexique que nous avons proposé. Là, c'est le processus de conception du lexique et je vous donne les détails du lexique. Donc, ça s'appelle Scène Opinion. Donc, on a ajouté 697 termes Wolof, plus les 14 000 mots de termes de fil. Donc, c'est ce qui constitue ce lexique-là. Aujourd'hui, on est en phase de... Là, on est en train d'expérimenter un peu notre lexique. Donc, pour vous dire, après avoir conçu le lexique, on a essayé de le mettre en pratique. Là, c'est l'algorithme de fonctionnement du lexique.
Et après, donc, comme on avait parlé du lexique, on a dit que c'est un calcul de similarité. Là, on pose un peu le principe de calcul de similarité ici, tout en disant qu'un commentaire est composé d'un ensemble de termes représentés par T1 jusqu'à Tn. Et là, il y a le I qui est l'intensité, qui est là, et qui a la fonction qui, à chaque terme de notre lexique, associe une valeur comprise entre -1 et 1. Donc, voilà un peu la formule que nous avons proposée au cas où le commentaire n'a pas de like. Parce que quand le faisant, on a tenu en compte les likes. Donc, s'il n'y a pas de like, voilà la formule. Et s'il y a les likes aussi, on a pris en compte cette partie-là aussi. On a proposé une autre façon de calculer le score. Et après, voilà. Donc, ce qui suit, ça, ce n'est que des exemples qu'on donne comme ça. Donc, on a pris un échantillon pour tester. L'échantillon est là pour expliquer un peu les résultats. Donc, voilà un peu les résultats à la sortie. Les mots sont étiquetés et voilà le score qui est donné. Maintenant, en termes de conclusion, ce qu'il faut noter avec moi, c'est qu'actuellement, nous sommes là. Vers un système de collecte et d'analyse. Ça, c'est la synthèse. On parle de cette synthèse-là pour dire que la fuite d'opinion, c'est un processus de collecte et d'analyse des données. Et ensuite, face à cette situation, nous avons essayé de proposer des solutions. Alors, notre solution, c'est ce qu'on a décrit. Ça, c'est les perspectives qui sont, pour moi, c'est très important. D'abord, il y a la construction et l'enrichissement automatique de corpus de fouilles d'opinion. C'est l'étape où je suis actuellement. Donc, nous sommes en train de mettre ce corpus-là en place, qui n'est pas du tout évident. Donc, on sollicite vos contributions si vous le désirez. Ensuite, une méthode de prise en compte des négations. Les négations aussi, c'est trop difficile à gérer dans le cas de la fouille d'opinion. Et même à l'extérieur, la plupart des plateformes, ils ne gèrent pas les négations. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas rencontré ça. Vraiment, c'est une problématique qui est encore en vigueur. Et l'ontologie d'événements aussi, ce n'est pas encore fait, puisque ce n'est pas notre domaine. Nous cherchons des gens qui seront des volontaires qui viendront en appui pour réaliser cette partie-là. Et aussi une méthode de visualisation, ça, c'est pas trop compliqué. Quand tout sera bien fait, la visualisation peut-être. Mais la visualisation que nous voulons, c'est que nous voulons avoir un portail consultable. Donc, les données seront affichées à travers un portail. Donc, ça, c'est ça les perspectives. Alors, là, c'est les projets de recherche. J'étais d'abord dans le projet Checkpo Decision, un projet basé à Thiès. Avec le professeur Ousmane, nous avons travaillé sur ça. Et actuellement, là où nous sommes, comme je l'ai dit, le développement de ressources et de méthodes pour le traitement du langage urbain sénégalais. Bon, c'est ce qui m'est fait à cette présentation, professeur. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup, docteur Fathi. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai l'impression que mon Zoom est, voilà, est un peu lent. Oui, oui. Merci beaucoup en tous les cas pour votre intervention. Donc, on va prendre un peu des questions dans la salle Dakar et dans la salle Zoom. Donc, voilà, si vous avez, s'il y a parmi le public des questions, allez-y déjà peut-être dans la salle. Est-ce que sur Zoom, il y a des questions? Je vous laisse prendre la parole directement si vous avez une question. Bonjour. Bonjour. Parlez bien fort, hein, s'il vous plaît. Bonne. Alors, je disais tantôt, ma question se situe au niveau de la complicité pour recueillir les données qui sont difficiles à défricher, c'est-à-dire ni français ni wolof. Et quelles sont les approches que vous comptez utiliser pour pouvoir récupérer ces données?
Si on fait du NLP, la plupart des choses que je dis sont faites soit en français, soit en anglais. Donc, comment vous faites pour gérer, disons, que disons, les mots qui ne sont pas français ni wolof, ni plutôt anglais. Et aussi, si par exemple, un mot n'est pas dans le, disons, si vous utilisez par exemple un corpus, est-ce que si ce mot-là n'est pas là-bas, comment vous faites pour le gérer? Est-ce que c'est mon point? Oui. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Elie. Alors, merci déjà pour votre présentation. J'avais une question, peut-être que ce sera partagée en deux. La première, c'est que, est-ce que par rapport aux méthodes de fouille d'opinion, est-ce que vous contactez, bien, vous tenez informé des plateformes sur lesquelles vous allez faire des fouilles? Est-ce que vous les tenez tous informés ou pas? Est-ce que la réglementation du GDPR entre en jeu lorsque vous devez entrer en fouille? Parce que il s'avère que voilà, les données dont vous aurez besoin, les données dont on a besoin pour travailler dessus viennent essentiellement des plateformes d'autres acteurs. Mais est-ce que vous entrez en contact avec eux ou est-ce que c'est fait d'une certaine manière? Voilà un peu ma question dans ce sens-là. Sont en ligne? Il n'y a pas de questions en ligne? Non, je ne vois pas de questions en ligne, donc on va laisser Dr Fathi répondre. Voilà. Si je comprends bien, excusez-moi, c'est comment vous... C'est si je comprends bien l'inquiétude de Séni, c'est que vous disiez, bon, moi je ne le dirais pas que c'est la collecte. La collecte en tant que telle ne pose pas, bon, le problème est lié à l'hétérogénéité des dons. Maintenant, le problème, ce que vous dites comme ça, c'est un peu les données elles-mêmes. Parce qu'on a du Wolof, on a le langage urbain de manière générale. Voilà, les données elles-mêmes. Voilà. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a un travail manuel que nous-mêmes nous devons faire. C'est-à-dire, c'est à nous d'annoter les données. On lit, on prend les données, on les lit et on annote. Mais nous, ce que nous avons fait, la méthode qu'on a utilisée, que je suis en train d'utiliser pour construire le corpus d'entraînement, c'est que j'ai d'abord utilisé pour être, parce que parmi les données, il y a quelques mots peut-être en français qui seront bien écrits, certainement, 1, 2 mots. Voilà. Alors, j'ai utilisé un outil, un plugin, une librairie Python qui est très puissant pour ça. D'abord, ça s'appelle TestBlock. Alors, j'ai utilisé ça, ça m'a permis d'avoir un résultat. Et l'autre aspect encore, j'ai pris aussi le lexique que nous venons de mettre en place pour pouvoir annoter. Vous avez vu, il nous a permis d'annoter. Maintenant, après tout ça, après l'utilisation des lexiques, nous sommes venus, on est revenu sur ça, essayer de faire un travail manuel pour pouvoir... Oui, donc, on l'a vérifié, corrigé si c'est nécessaire et validé, après validé. Maintenant, après ça, l'étape où je suis, c'est là où nous allons utiliser les réseaux de neurones pour nous permettre vraiment non seulement avec l'entraînement, on va voir ce que ça va donner, mais ça nous permettra aussi d'enrichir davantage les données. Vous avez compris? Donc, c'est l'étape où nous sommes. Alors, le NLP, professeur, c'est comment encore? Hein? Silla. Voilà, la préoccupation de Silla, ce qu'il a dit, c'est une réalité. Hein? Ça rejoint votre question, puisque pour faire du NLP, les NLP sont fondés sur le français standard, bien correct, avec la grammaire derrière qui est standardisée. Par contre, nous sommes dans un contexte où tout ça n'est pas respecté. C'est pourquoi à ce niveau, on ne s'appuie pas trop sur le NLP. Ce qu'on fait, on annote c'est les phrases qu'on annote directement. C'est comme, bon, avec les outils,
ce qu'on fait, on extrait les mots qui sont des porteurs susceptibles de porter l'indice d'opinion. C'est en fonction de ces mots qu'on va donner la polarité du texte. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, un autre travail qu'il faut faire, c'est qu'ensemble, il faut qu'on développe des outils qui nous permettront de faire de la segmentation des textes pareils, de faire de la lemmatisation de ces textes pareils, de faire du stemming de ces textes pareils. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est pourquoi je disais que le travail doit commencer tout de suite, parce que c'est un problème qui est là. Oui, mais c'est parce que les autres ont fait ce travail fastidieux-là pour arriver ici. Il faut qu'on le fasse. Sinon, on ne va pas parler d'IA. Hein? Voilà. Maintenant, est-ce que nous avons informé les détenteurs? Bon, pour l'instant, on est dans l'informel. Hein? Le moment où ils viendront nous dire que ce n'est pas ça qu'il faut faire, on verra. Oui, c'est après qu'on va discuter. C'est à la justice qu'on va dire. Non, il faut pardonner. Oui. Franchement, on ne les a pas informés. Ouais. C'est pourquoi je disais, est-ce que le web scrapping est légal ou pas? Bon, madame, sujet de recherche. Voilà, c'est ça. Donc, professeur, je crois que c'est un peu ça les différentes questions qui sont posées. D'accord. Oui, il y a une autre question. Contribution. Contribution, allez-y. Voilà. Donc, je voulais carrément faire la relation entre votre exposition aujourd'hui. Parce que, bon, quand Madame Diaye avait démarré, donc, ce qu'elle nous avait demandé, c'était carrément que chacun d'entre nous essaie d'amener sa pierre. Et là, en vous entendant parler, vous nous invitez à investir aussi dans votre travail. Et je pense que c'est la seule chose à faire. Hein. À part le fait d'éduquer les gens sur comment utiliser les choses, mais aussi il y a cette ouverture qui doit exister. C'est-à-dire un travail qui démarre et que tout un chacun emmène sa pierre. C'est ça qui va nous donner demain la possibilité d'avoir quelque chose qui répond aux enjeux et voilà, à la demande de la population qui est en Afrique. Et pour revenir par rapport à votre exposition, à votre exposé, moi je pense que s'il y a un accompagnement, je ne dirais pas financier ou quoi que ce soit, mais un accompagnement de sphère du développement, mais aussi des gens qui sont dans l'IA, je pense que c'est un projet pour lequel on peut aboutir. Parce qu'aujourd'hui, même avec ces langues-là, c'est-à-dire ces différentes langues-là, aujourd'hui, par exemple, si j'utilise Gmail, aujourd'hui, Gmail, quand j'écris mon mail, il connaît déjà mes intentions. Là, il me propose des mots à remplir automatiquement. Donc, je pense que tout ça, ils l'ont fait par rapport aux différentes façons que les gens écrivent, qui voient les sentiments et trucs. Donc, normalement, si il arrive à le faire, parce que là, par exemple, si je veux écrire compréhension et que je écris, par exemple, compte, il me donne carrément compréhension. Je pense que c'est la même chose, c'est la même méthode qu'on devrait peut-être utiliser par rapport à votre projet. Parce qu'aujourd'hui, bon, d'après ma façon de voir, si aujourd'hui vous sortez des données, surtout que ça sort beaucoup de données, je pense que ça peut fausser l'opinion carrément. Donc du coup, toutes ces informations-là doivent être des informations voilà, sur quoi on doit évoluer sur le travail pour pouvoir les mettre en place. En Wolof, aujourd'hui, si je donne un exemple, si on dit Togn en Wolof, il y a ces gens qui l'écrivent T-O-G-N, il y a ces T-O-G-E, il y a ceux qui mettent U à la fin. Donc, il y a ces paramètres-là que vous pouvez prendre en compte. Je ne sais pas comment, parce que voilà, je suis juste venu pour avoir une ici en IA, parce que ça m'intéresse. Donc, peut-être, d'après mes idées, c'est quelque chose qui peut peut-être vous aider à carrément pouvoir comprendre, mais aussi, par exemple, si vous contextualisez par rapport au thème, soit à la thématique, vous pouvez à peu près, l'IA peut comprendre, par exemple, sur quoi la personne parle. Voilà le contexte. Donc, c'était ça ma contribution.
Merci beaucoup pour cette contribution. Merci beaucoup pour cette intervention. Je propose qu'on applaudisse le docteur Fati. Voilà, je peux dire quelque chose. Par rapport au voilà. Par exemple, allez-y. Voilà, Nicolas, c'est Omar Dioufan de l'ASPA. Je suis venu aujourd'hui à l'école. Oui, Omar. Mais je voulais dire, merci pour l'organisation de cette rencontre. Mais je veux dire, comme il a montré tout à l'heure, vous avez montré les commentaires libres. On a dit Sougnou. S-O-U-G-N-U-O-U. Par exemple, en Wolof, Sougnou, on écrit plutôt S-U-N avec le sorte de vague là et U encore. Il y a une codification. Il y a le professeur Bobo Diop qui est dans ça. Je ne sais pas si vous avez commencé déjà à concocter et à mettre ça dans le panier de l'intelligence artificielle. Parce que c'est ça, l'intelligence artificielle, comme les gacha. On met toujours, on met, ça finit pas. Et ça capte, ça n'oublie pas. Et à chaque fois, ça essaie de lier. Par exemple, comme vous avez dit, si on met comme, ça vous met compréhension, ce qui est toujours demandé. C'est comme votre téléphone. Il y a une forte compréhension de votre personnalité par rapport à ce que vous écrivez. Quand vous tapez sur le clavier, ça vous renvoie toujours au mot que vous utilisez le plus. Voilà, je ne sais pas où en êtes-vous et c'est pas facile. Comment je ne sais pas si c'est des algorithmes ou si c'est des maillages. Oui. Docteur Sarr, je pense que c'est un débat important, hein. C'est une grande difficulté, évidemment, ce problème du Wolof, parce que comme les gens malheureusement ne l'apprennent pas à l'école, eh bien tout le monde l'écrit un peu comme il peut, et donc du coup le Wolof littéral écrit comme il faut, voilà, il se trouve que dans les livres, j'allais dire d'une certaine manière. Et donc je pense qu'il y aurait carrément de quoi faire une conférence spécifique sur le sujet, parce que c'est un problème assez complexe de comprendre, comme vous le disiez, docteur Sarr, que les algorithmes arrivent à comprendre le Wolof, je sais pas comment vous l'avez appelé tout à l'heure, le Wolof de tous les jours en tout cas, qui n'est évidemment pas le langage académique, le Wolof académique.